Céphale est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'un événement de guerre gigantesque qu'il a lui-même organisé, mais tous ses amis se sont énormément amusés. Il n'a donc aucun regret. Sa guerre fut apparemment si populaire qu'il a fini par recevoir une offre de l'équipe de développement du jeu, et comme il est très enthousiaste à l'idée de découvrir ce qu'il lui réserve, il clique sur « Accepter » sans la moindre hésitation. Cependant, il aurait probablement dû lire les termes et conditions car un instant plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange avec des tonnes de gens qui le fixent intensément. Et pour couronner le tout, ses bijoux de famille avaient également disparu, ce qui est plutôt fâcheux. Il réalise qu'il a été, d'une manière ou d'une autre, placé dans le corps de son personnage, Lufus, et les gens semblent absolument terrifiés par sa présence. Alors, il tente de leur demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que la bouche de Lufus s'ouvre, une pression immense envahit la pièce, et toutes les personnes présentes sont plaquées face contre terre. Extérieurement, Lufus demande d'un ton condescendant au groupe s'ils ont l'habitude de goûter le sol chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau. Mais intérieurement, Sophel est juste en train de paniquer complètement, car il n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle tout cela se produit. C'est alors qu'il se souvient que Lufas possède une compétence d'intimidation, qui est probablement la cause de tout cela. Alors il essaie de se calmer et de la désactiver, mais il lui faut quelques minutes pour comprendre comment faire, de sorte que les gens sont restés collés au sol pendant un certain temps. Une fois que les choses redeviennent enfin normales, Lufas s'approche de l'un des elfes présents dans la pièce et lui demande une explication, ce à quoi il s'évanouit aussitôt de peur, mais elle finit par obtenir les réponses qu'elle cherchait, malgré tout. Pour faire court, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été scellée et le Seigneur Démon est toujours bien vivant. Alors, afin de le vaincre, le royaume a tenté d'invoquer un autre héros, et c'est ainsi que Lufus s'est retrouvé ici, dans cette situation. Cela signifie que Soufflet a vraiment été aspiré dans le jeu, et il est honnêtement très excité par cette perspective. Mais il réalise que sa présence doit être terrifiante pour les autres tant qu'il possède le corps de Lufus, alors il devrait probablement partir rapidement avant de provoquer une crise cardiaque à quelqu'un. C'est alors que Luffy prend la parole, et elle dit à tout le monde qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence. Car elle a bien failli conquérir le monde à un moment donné, mais elle leur assure que ses jours de conquête sont bel et bien terminés, donc ils n'ont absolument pas à s'inquiéter. Cependant, elle n'a également aucun intérêt à devenir leur nouveau héros, alors elle leur dit qu'ils peuvent simplement l'oublier et en invoquer un autre ou quelque chose du genre, car elle ne compte pas rester ici. Le roi lui demande où elle compte aller, alors Lufus lui répond qu'elle va simplement passer du temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais qu'elle serait prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Lufus s'envole alors, et Sappho, d'une manière ou d'une autre, comprend parfaitement le fonctionnement des ailes de Lufus, ce qui lui permet de les utiliser sans le moindre problème, avec une aisance surprenante. Lufus était le personnage principal de Sappho lorsque X-Gate a été lancé à l'origine, et grâce au système novateur du jeu, les actions entreprises par les joueurs étaient officiellement ajoutées à l'histoire. Ainsi, avec tout le temps et l'argent que Sufu a dépensé pour hisser Lufus au sommet des classements, elle est généralement reconnue comme l'un des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester au sommet des classements pour toujours s'il l'avait voulu, mais cela aurait été bien trop ennuyeux, alors, au lieu de cela, il a conclu un accord avec tous les meilleurs joueurs du jeu à l'époque et a fait en sorte que tout le monde se divise en factions de lumière et d'obscurité, afin qu'ils puissent avoir une guerre totale et épique. La guerre en question a eu pour conséquence que Lufus a été scellé dans un sous-espace après sa défaite, et bien que ce fût très amusant pour Saphel, pour ce monde, c'était la réalité, donc Lufus est presque universellement crainte ici, pour toutes les actions qu'elle a commises ici. Il faut savoir que pendant tout le temps où Saphel et ses amis menaient leur petite guerre, ils ont complètement ignoré l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le Seigneur Démon. Ainsi, Orm est toujours en vie et l'est resté depuis que l'UTFS a été scellé, ce qui est une information cruciale, mais cela n'est absolument pas en tête de sa liste de priorités, alors elle s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle veut juste expérimenter le monde du jeu qui est maintenant devenu une réalité tangible. Le premier raid de Lufas est son ancienne base d'opération de Mofel, et c'est vraiment un spectacle impressionnant à voir. Certes, c'est un peu rudimentaire et usé après 200 ans à prendre la poussière, mais c'est tout de même incroyable de le voir en personne. Lufus s'assit sur le trône, et Saphol commence à repenser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit, avec beaucoup de nostalgie. Il se souvient comment il s'amusait à discuter de toutes sortes de bêtises tout le temps, mais il réalise que ces discussions se déroulaient toutes dans un chat de groupe. Alors, pourquoi s'en souvient-il comme s'il y avait été en personne? C'est alors que Lufus remarque Ken qui approche, ce qui la met sur ses gardes, car la base devrait être complètement vide. Mais quand elle jette un coup d'œil, il s'avère que c'est une jeune fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est vraiment très excitée de revoir Lufus, car elle attend son retour depuis 2 siècles, mais Lupus n'a absolument aucune idée de qui est cette jeune femme. Diana est incroyablement blessée de réaliser que Lupus l'a oubliée, même si elle était sa conseillère la plus loyale et dévouée, mais Lupus ne se souvient pas du tout d'avoir jamais eu besoin d'une conseillère, pour commencer, ce qui est assez ironique. Cependant, maintenant qu'il y pense, Sappho se souvient que lorsqu'il construisait cette base, il avait trouvé que ce serait sympa d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant. Alors il a placé Dina et l'a en quelque sorte simplement laissée là, sans plus y penser. Elle a dû prendre conscience d'elle-même lorsque ce monde est devenu une réalité concrète, et Sappho se sent un peu mal, car elle est restée bloquée ici pendant 200 ans. Alors Lufus joue le jeu et dit qu'il est absolument impossible qu'elle ait pu oublier Dina, c'est impensable. Elle remercie Dina d'avoir protégé la base pendant son absence, et Dina est incroyablement reconnaissante d'entendre de si gentils mots de la part de Lufus. Mais, mettant cela de côté, avec tout le temps qui s'est écoulé, Lufus n'est plus au courant de l'état actuel du monde, alors elle demande à Dina une rapide leçon d'histoire pour se remettre à jour sur les affaires modernes et comprendre la situation. Dina répond qu'elle serait plus qu'heureuse d'expliquer tout ce qu'elle sait.
Alors, elle raconte à Luffus qu'après sa défaite, les 7 héros ont continué leur chemin pour fonder leur propre nation distincte. 4 d'entre eux sont déjà morts de cause naturelle au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une durée de vie plus longue sont toujours là, bien vivants. Luffus ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment toujours ses amis ou s'ils sont devenus des PNJ, alors il prévoit de leur rendre visite tôt ou tard. Ensuite, Dina explique que le roi démon, Orm, est toujours en vie, et c'est principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir scellé Luffus, ce qui est une information importante. Par ailleurs, Dina dit que les 12 étoiles célestes de Luffus sont également toujours présentes, bien que la plupart aient pris des chemins différents. Les 12 étoiles sont un groupe de PNJ monstres rares et puissants que Seiphel a collectionné parce qu'il pensait que ce serait vraiment génial d'avoir une petite armée de généraux d'élite à son service pour l'aider dans ses conquêtes. Luffus demande à Dina s'il y a des nouvelles concernant les 12 étoiles, et elle répond qu'elle connaît l'emplacement de 6 d'entre elles, mais 2 de ces 6 semblent avoir rejoint l'armée démoniaque dans une tentative de se venger des héros qui ont scellé Luffus, ce qui est une tournure inattendue. Luffus est un peu déçu d'apprendre que certains de ses sbires ont rejoint l'armée démoniaque suite à sa défaite, car le conflit n'a jamais été si profond que cela. Elle va donc devoir les réprimander sévèrement une fois qu'elle les aura retrouvés. Cela mis à part, elle est contente d'avoir au moins quelque chose à faire maintenant, ce qui est une bonne chose. Son plan initial était de simplement explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants étaient des joueurs comme elle ou non. Mais d'abord, elle doit aller rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait tenue pour responsable si l'une d'entre elles allait semer le trouble sans aucune raison valable, ce qui serait problématique. Elle demande à Dana de lui donner l'emplacement de la première étoile céleste. Alors elle sort une carte et pointe un endroit appelé Svel. C'est là qu'un des héros vit depuis quelques années et l'étoile céleste, Eris, tente de l'envahir depuis des mois maintenant, sans relâche. Maintenant qu'elle sait où trouver Eris, elle se met immédiatement en route pour le retrouver. Mais Dina lui crie de revenir car elle ne peut pas simplement partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Luffus n'a pas d'argent sur elle et Dina aurait été prête à lui en donner, mais l'inflation est un véritable fléau, et elle a attendu si longtemps que tout l'argent qu'elle possédait est pratiquement sans valeur maintenant. Luffus dit qu'elle peut simplement gagner plus d'argent en chemin, mais Dina lui répond que personne ne voudra faire affaire avec la légendaire conquérante, c'est une certitude. Luffus rétorque qu'il est impossible que quiconque reconnaisse son visage après 200 ans, c'est une période bien trop longue, mais on lui rappelle que des races comme les elfes existent, et qu'un grand nombre d'entre eux sont forcément au courant de qui elle est, surtout depuis que le royaume a probablement émis un avertissement public concernant son arrivée. Cependant, si Luffus veut gagner de l'argent, alors Dina connaît un travail qu'elle peut faire et qui ne nécessite pas de vérification d'antécédents, ce qui est une bonne nouvelle. L'aventure. Pour commencer, Dina emmène Luffus à la ville marchande de Hitler, mais elle attirait beaucoup trop l'attention avec ses ailes sombres exposées. Alors, Luffus les dissimule dans sa cape surdimensionnée, comme un déguisement, pour passer inaperçu. Elle déteste à quel point il est inconfortable de se promener ainsi, mais ils n'ont pas vraiment le choix dans cette situation, alors elle devra simplement s'en accommoder pour l'instant. Une fois arrivée à la guilde des aventuriers, Luffus mentionne que cela lui semble nostalgique d'être de retour dans ce repère de marginaux et de dégénérés, car selon son histoire, elle était une aventurière avant de fonder sa nation sombre. Cependant, elle réalise vite à quel point il est étrange de ressentir un tel sentiment de nostalgie à ce sujet, alors que c'est techniquement la première fois qu'elle met les pieds dans la guilde. Diana remarque que Luffus semble perdu dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle se contente de balayer la question et dit qu'elle devrait aller jeter un coup d'œil au tableau des quêtes. Pendant qu'elles examinent le tableau des quêtes, Dina repère un travail qui rapporte 3000 pièces et tout ce qu'elles auraient à faire, c'est de retrouver un tas de chats perdus. Lufas convient que cela semble être une très bonne affaire, mais il leur faudrait des siècles pour réellement trouver tous les chats, et elle préférait ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, alors elle continue de chercher. C'est alors qu'elle trouve un bon travail de chasse, on leur paiera 1500 pièces, et tout ce qu'elles ont à faire, c'est de chasser quelques orques. Lufus pense donc que c'est parfait, les orques ont 3% de chance de laisser tomber leur viande à leur mort, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale reçoit un coup de pouce, alors elle va faire un peu de farming de PV pendant qu'elles sont sur place. Plus tard ce jour-là, les deux arrivent au village où la requête a été faite et elle parle au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut juste en finir une bonne fois pour toutes. Il explique que les orques ravagent leur village depuis très longtemps maintenant, kidnappant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit, sans pitié. Il supplie les deux de se débarrasser d'eux pour le bien de ce village, et Dina l'assure joyeusement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Lufaz anéantira ses orques sans le moindre doute, et il est vraiment très reconnaissant de leur aide, c'est certain. Cela dit, elle se dirige vers la forêt pour traquer le repère des orques, et avant longtemps, elles parviennent à le trouver avec 2 orques postés à l'avant comme sentinelles. Alors, Lupus commence à se préparer à attaquer avec une détermination farouche. À bien y penser, elle n'a pas vraiment vérifié son écran de statistiques depuis qu'elle est arrivée ici. Alors elle l'affiche, et heureusement, elle possède toujours toutes ses capacités de niveau maximum, donc tuer les orques ne devrait pas être difficile. Mais elle n'est pas sûre d'être mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures à l'écran est complètement différent de les tuer dans la vraie vie, c'est une autre réalité. Elle active l'une de ses capacités et crée une douzaine d'épées à ses côtés avant de les lancer directement sur les orques, et le carnage qui en résulte est absolument dégoûtant, mais pour une raison étrange, Lufus se sent étrangement calme face à cette situation, ce qui est surprenant. Quelques instants plus tard, le nid d'orque est alerté de la présence d'une intruse, alors ils se précipitent tous dehors et encerclent Lufus en quelques instants.
Ils ont aussi un très grand orc comme chef, donc n'importe quel aventurier normal serait en difficulté, mais quand ils commencent leur attaque contre Lufus, ils sont tous si lents qu'ils semblent à peine bouger, c'est presque risible. La différence est si grande qu'elle réalise qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer d'autres épées pour les gérer, alors elle s'élance et commence à décapiter les orques à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef orc n'a aucune idée de ce qui se passe, tout ce qu'il voit, ce sont les têtes de ces hommes volées de leur corps, c'est une scène chaotique. Elle s'arrête alors et regarde le grand orc juste pour dire « Je viens d'anéantir toute ton escouade, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Il se lance dans une frénésie essayant de l'écraser au sol, mais il est bien au-delà de sa joie, car Lufus est pratiquement une calamité ambulante, et il n'est qu'un simple obstacle sur son chemin, rien de plus. Sans blague, tout ce qu'elle a fait au roi orc, c'est de lui donner un lent coup de poing à la tête, et une seconde plus tard, un trou béant a été percé à travers son crâne. Elle est donc bien trop forte, c'est indéniable. Une fois que Lufus a terminé son massacre, Dina commence à récolter certains des cadavres d'orques et elle est ravie de découvrir que celui-ci a encore son filet intact, ce qui est une excellente nouvelle. Selon Dina, la vitalité d'un orc est stockée dans son filet, et s'il est intact, le manger transfère cette vitalité à l'utilisateur. Elle propose d'en préparer pour Lufas une fois qu'elles seront de retour au village, alors elle crée un tas de portails et y range les cadavres, avec une efficacité remarquable. Lufas n'avait aucune idée que Dina possédait une telle capacité, mais avoir la téléportation s'avérera certainement très utile à terme. Mais pour l'instant, il est temps pour elle de secourir toutes les personnes qui ont été kidnappées par les orques, c'est leur priorité absolue. À la surprise de Dina, après avoir fait sortir toutes les femmes, elle découvre qu'elles semblent toutes être en parfaite santé. Lufus ne trouve pas cela si étrange, car dans l'histoire du jeu, les orques sont en fait très gentils avec les dames. Ils sont juste vraiment laides et ont des statistiques de charisme incroyablement basses, alors ils ne prennent même pas la peine d'essayer de séduire qui que ce soit, et passent directement à l'enlèvement, c'est leur méthode. Dina est choquée d'entendre cela, car elle ne peut pas imaginer que de si hideux monstres puissent être des gentlemen, mais peu importe la façon dont ils ont traité leurs captives, cela ne change rien au fait qu'ils ont quand même kidnappé les femmes en premier lieu. Alors, Lufas crée un point de roche géant et fracasse la grotte pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant, c'est une mesure radicale. Dina demande à Lufas si elle aimerait qu'elle efface les souvenirs des jeunes filles, car elle ne voudrait pas qu'elles aient à se remémorer les visages hideux des orques qui les ont kidnappées. Mais la réaction sincère de Lufas est « Pourquoi as-tu suggéré si naturellement l'effacement de mémoire comme si c'était une chose tout à fait normale à faire ?» Elle demande à Dina s'il est vraiment possible pour elle d'effacer les souvenirs de quelqu'un, et elle répond que c'est vraiment très facile. En fait, si elle le voulait, elle pourrait manipuler et réécrire la personnalité d'une personne. Mais, mis à part à quel point il est effrayant que Dina puisse faire cela sur un coup de tête, Lufus ne pense pas qu'il soit nécessaire d'altérer les souvenirs de qui que ce soit pour un incident de cette nature. Elles doivent juste ramener les jeunes filles en toute sécurité à leur village, alors Lufus invoque un golem et le fait transporter tout le monde pendant le voyage de retour. Les choses se sont vraiment très bien passées pour cette mission, mais Lufus ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre ne l'avait accepté avant leur arrivée, c'est une question légitime. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait aucune incitation à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour elle, car la vitalité du filet d'orque à elle, seule aurait été plus que suffisante comme raison pour relever le défi. Cependant, Dina informe Lufus que la plupart des gens ne prendraient pas ce risque parce que, pour le dire simplement, les guerriers de cette terre sont vraiment nuls, c'est la triste vérité. Par exemple, Dina dit que la nation qui a invoqué Lufas s'appelle le Royaume de l'épée, et elle veut qu'elle devine quel est le niveau du plus fort épéiste du royaume. Puisqu'il s'agirait de leur combattant le plus puissant, Lufas suppose que le type doit être aussi fort qu'elle, mais à son plus grand choc, on lui dit que le meilleur épéiste du royaume n'est que de niveau 120. Ce qui est incroyablement bas. Cela n'a aucun sens, car elle sait pertinemment qu'il y avait des tonnes de gens qui ont atteint le niveau 1000 à ses côtés dans le jeu, mais Dina lui rappelle que c'était tous des gens de l'ère précédente, et très franchement, ils étaient les plus acharnés, des joueurs extrêmement dévoués. De manière réaliste, pour atteindre le niveau 1000, il faudrait se battre constamment, chaque seconde de chaque jour, et consacrer toute sa vie à devenir plus fort. Et les gens de cette génération ne peuvent tout simplement pas faire cela, c'est une tâche impossible pour eux, du moins, pas sans mourir en cours de route. Lufre comprend maintenant pourquoi il serait difficile pour les habitants de ce monde d'atteindre le niveau maximum, car pour elle ce n'était qu'un jeu, il était donc naturel de grinder autant de niveaux que possible sans se soucier des conséquences, mais pour les habitants de ce monde, c'est leur seule et unique vie, alors ils ne voudraient pas la gaspiller, c'est tout à fait compréhensible. Lufre et Dina finissent par retourner au village, et les villageois sont tous si heureux d'être réunis les uns avec les autres, c'est une scène émouvante. Les femmes sont toutes incroyablement reconnaissantes envers Lufre de les avoir ramenées chez elles, et Lufre est ravie de les voir toutes si heureuses. Mais, si elle connaissait sa véritable identité, elle ne saurait être pas aussi joyeuse en ce moment, c'est une certitude. Le chef du village présente à Lufus et Dina la récompense convenue, et après vérification, Dina confirme que tout y est, alors elles sont prêtes à partir. Cependant, avant qu'elle ne s'en aille, le chef demande à Lufus s'il est vraiment acceptable que le village garde son golem, c'est une question importante pour lui. Lufus dit qu'elle ne voit pas vraiment d'inconvénient à le laisser derrière elle. Alors, il devrait simplement l'utiliser comme gardien pour protéger le village au cas où d'autres orques apparaîtraient un jour. Le chef est tellement touché par la gentillesse de Lufus qu'il suppose qu'elle doit être une messagère de Dieu, mais cela est très loin de la vérité. En réalité, Lufus décide qu'il est temps de partir, mais avant qu'elle ne le fasse, les villageois lui demandent de leur dire au moins son nom afin qu'ils sachent comment appeler leur sauveuse. Sans réfléchir, Lufus tente de révéler son identité, mais Dina intervient et donne aux villageois une fausse identité à la place, avec une grande rapidité. Lufus est furieuse que Dina l'ait interrompu de cette manière, mais elles ont déjà discuté de cela.
Si quelqu'un venait à découvrir la véritable identité de Lufus, cela provoquerait une panique générale. Et elles ne peuvent absolument pas se permettre cela. Puisqu'elles ont maintenant acquis suffisamment d'argent pour couvrir leurs frais de voyage, rien ne les empêche de se diriger directement vers Seoul sans plus attendre. Mais Luffy ne peut pas être trop heureuse à ce sujet, car la seule raison pour laquelle elles y vont est d'empêcher l'une de ses 12 étoiles, Har, de continuer à l'attaquer. Elle doit également confirmer si les héros survivants sont vraiment ses anciens compagnons ou non, donc son premier arrêt sera de rencontrer Megrez. C'est une étape cruciale. Alors qu'elles approchent de la ville, Luffy commence à remarquer plusieurs jolies lumières flottant tout autour d'elle. Alors elle demande à Edina ce que c'est, et il lui est expliqué que ces lumières sont de petites particules de mana qui flottent parce que la Terre ici est incroyablement riche en énergie magique. Elle dit que c'est la preuve qu'elle s'approche de la nation de Sval, et en fait, Dina peut déjà la voir d'ici. Elle semble vraiment très excitée d'être là, mais Luffy ne voit pas ce qu'il y a de si extraordinaire, car cela ressemble juste à une ville aquatique ordinaire à ses yeux, rien de plus. Elle se dirige vers la porte principale, et là, un garde crie que quiconque cherchant à entrer dans Stal doit avoir son passeport prêt. Luffy n'avait aucune idée qu'elles auraient besoin d'un passeport pour entrer dans la ville, alors elle commence à s'inquiéter qu'elle pourrait ne pas pouvoir y accéder, ce qui serait un problème majeur. Cependant, Dina n'est absolument pas inquiète, car elle possède la compétence parfaite pour cela, la falsification de documents. Elle s'approche simplement du garde et lui présente 2 passeports qu'elle a créés pour elle-même et Luffy. Et après les avoir vérifiés, le garde est convaincu qu'ils doivent être réels, alors il permet aux 2 d'entrer dans la ville, sans plus de questions. Alors qu'elle traverse les rues, Dina explique à Luffy que la ville de Svel a été fondée par la sage elfe Megaris, et qu'elle est très réputée pour la richesse de connaissances magiques qu'elle possède. Cette zone est également particulièrement riche en mana ambiant, de sorte que plusieurs mages et érudits viennent ici dans l'espoir d'approfondir leurs connaissances en art de la magie. C'est un lieu d'apprentissage. Dina demande quel est leur objectif dans la ville pour aujourd'hui. Alors Luffy lui dit que premièrement, elle prévoit de rendre visite à Migre, car il y a beaucoup de choses dont elle aimerait lui parler. Dina panique en entendant cela, car elle pense que Luffy a l'intention de prendre d'assaut le château de Megrez, mais elle l'assure que ce ne sera qu'une visite pacifique, sans aucune intention hostile. Après tout, Ares a causé pas mal de problèmes injustifiés à Megrez, donc elle doit encore lui présenter ses excuses pour cela. Mais avant toute chose, Luffy exprime son désir de se rendre à une bibliothèque, car elle ignore encore beaucoup de choses sur l'histoire de ce monde, et elle souhaite s'instruire. Elle commence à demander leur chemin pour la bibliothèque la plus proche, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme nommé Grand. Il devine que Luffy et Dina sont nouvelles en ville, car presque tout le monde sait que toutes les bibliothèques se trouvent dans la section Est. Mais comme il a du temps libre, il propose de les guider personnellement. Dina le remercie et se présente comme une marchande itinérante, avec Luffy comme son employé suspect. Mais Luffy lui écrase le pied en pleine phrase pour la faire taire, car qui diable présente son compagnon de voyage comme étant suspect? C'est absurde. Grand voit bien que Luffy a l'air suspect, mais il ne lui en veut pas, sûr qu'elle a ses raisons, et Luffy apprécie sa compréhension. Alors que Grant les guide en ville, Dina commente l'animation des lieux et Grant confirme que les gens sont vraiment joyeux. Mais comme la ville est attaquée par Ares depuis plusieurs années, la plupart des gens ne s'installent pas pour vendre ici. L'expression de Luffy s'assombrit un peu, car elle réalise que la situation est en quelque sorte de sa faute, et Grant le remarque immédiatement, mais il suppose qu'elle est simplement inquiète de la menace d'une attaque d'Ares ici, alors il l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'en faire, car le système de défense de la ville est impénétrable. Il explique que le lac entier autour de la cité est en fait un golem créé par Megrez, et chaque fois qu'Ares a attaqué jusqu'à présent, il a été repoussé par le gardien de la ville, le golem. Luffy scanne le lac et découvre qu'il s'agit bien d'un golem. Et bien que le niveau 500 ne lui semble pas si impressionnant, le million de points de vie qu'il possède est assurément une statistique incroyable. Donc si Megrez a pu créer une telle chose, il doit être vraiment très doué et puissant. Grand dirige ensuite Luffy et Dina vers le monorail de la ville et leur dit que cela les mènera à la section et en un rien de temps. Dina et Luffy devront continuer seuls à partir d'ici, alors elle le remercie pour toute son aide et il leur souhaite bonne chance pour leur visite à la bibliothèque. Alors que Grand s'éloigne, Luffy jette un rapide coup d'œil à sa fiche de statistiques, il est de niveau 82. C'est techniquement très bas, mais selon les standards des combattants de cette ère, Grant est en réalité l'un des plus forts et des plus redoutables. Dina demande à Luffy de la suivre pour qu'elle puisse monter dans le monorail. Et maintenant qu'elle y pense, elle ne se souvient pas avoir déjà vu de monorail dans le jeu original. Une fois arrivé à la bibliothèque, Luffy se dirige directement vers la section histoire afin de découvrir ce qui s'est passé pendant les 200 ans où elle fut scellée. Mais en fouillant les étagères, elle trouve quelques livres qui lui semblent plutôt inhabituels, voire étranges. Par exemple, ces 3 ouvrages racontent comment les 7 héros furent des idiots d'avoir scellé Luffy, et elle trouve étrange que la bibliothèque soit autorisée à posséder de tels livres, alors que la ville est dirigée par Megrez, l'un des 7 héros lui-même. C'est une situation assez particulière. Dina rappelle à Luffy que Megrez n'a pas établi de dictature ni quoi que ce soit de ce genre, donc les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent à son sujet. Et ce n'est pas tant qu'ils n'aiment pas les 7 héros, mais plutôt que les gens ne pensent pas réellement que Luffy était mauvaise au départ. En fait, bien que les gens aient été terrifiés par elle à l'époque, au cours des 200 dernières années, cette peur a été oubliée, et certains ont commencé à réaliser que le règne de Luffy n'était pas si terrible en fin de compte. Selon l'un des livres d'histoire, Luffy était une mystérieuse aile noire apparue de nulle part qui a uni le monde sous sa domination en un clin d'œil, il y a 2 siècles. Bien qu'elle fût stricte, elle n'était pas une tyran. Beaucoup de gens se portaient même mieux sous son règne, mais l'humanité a fini par rejeter sa domination et la sceller pour reprendre son autonomie.
Cela en soi n'aurait pas été un problème, mais la seule chose qui tenait les démons à distance pendant tout ce temps était la menace de Lufus et de ses 12 étoiles, une force redoutable. Ainsi, une fois qu'elle fut scellée, l'armée démoniaque profita de la situation et se leva pour anéantir l'humanité. Naturellement, les héros tentèrent de les arrêter, mais leur pouvoir fut insuffisant, et ils finirent par être vaincus, subissant une défaite cuisante. Depuis lors, une grande partie des terres appartenant à l'humanité a été lentement envahie par les démons, et maintenant, ils sont sur le point d'être complètement anéantis. Lufus commence à paniquer intérieurement en entendant cela, car elle n'avait aucune idée que le monde était au bord de la destruction totale. Cette guerre qu'elle avait déclenchée n'était censée être qu'un événement amusant entre joueurs, mais personne ne l'avait averti que sa décision plongerait le monde dans une situation aussi désastreuse. Le passage à la bibliothèque a aidé Lufus à réaliser ce qu'elle doit faire. Alors elle dit à Dina qu'elle doit aller trouver Arès immédiatement, sans perdre un instant. Cependant, quelques instants plus tard, la ville entière commence à trembler alors qu'un séisme massif secoue ses fondations. Une alarme est immédiatement déclenchée, et tous les mercenaires disponibles sont appelés aux frontières pour se préparer à une attaque imminente et potentiellement dévastatrice. Lufus observe les dégâts et demande à Dina s'il est normal qu'une ville comme celle-ci subisse des tremblements de terre d'une telle magnitude. Autant que Dina sache, cela n'arrive presque jamais, alors Lufus en conclut que cela doit être le résultat de l'une des compétences d'Arès et qu'il doit être en route en ce moment même pour lancer une attaque de grande envergure. Il n'y a pas de temps à perdre, alors Lufus crée un planeur et dit à Dina de monter immédiatement. Alors qu'elle vole vers le chaos, Lufus a réfléchi à la situation, et rien de tout cela n'a de sens pour elle, c'est très étrange. Elle sait qu'Arès a toujours été un monstre mouton inoffensif, et que ce n'est pas dans son caractère d'envahir une nation comme celle-ci de manière répétée. Alors elle se demande si tout cela est vraiment dû au fait qu'elle a été scellée, ou s'il y a autre chose. Et d'ailleurs, elle se demande pourquoi elle a même des souvenirs d'Arès, alors qu'elle n'a jamais réellement interagi avec lui dans le jeu. Mais sa principale préoccupation actuelle est de l'arrêter, elle pourra donc s'inquiéter de ses souvenirs plus tard quand la situation sera plus calme. Quand Arès était un petit agneau, il errait seul dans la forêt lorsqu'il tomba par hasard sur Lufus. Elle fut surprise de voir un mouton arc-en-ciel ici, car c'est un monstre légendaire dont on dit qu'il ne naît qu'une fois tous les 500 ans. Mais alors qu'elle s'approchait, il recula de peur et se mit à pleurer, visiblement effrayé. Lufus remarqua ses larmes, et si elle devait deviner, l'agneau avait probablement fui depuis sa naissance, se cachant des monstres comme des humains, car un seul fil de sa laine est plus précieux que l'or. Elle ne niera pas qu'il a une bonne raison de pleurer, mais elle lui demande à quoi bon verser toutes ses larmes, quel est l'intérêt de cette tristesse. Elle lui dit que s'il est contrarié par sa situation, alors il ferait mieux d'être prêt à riposter contre ceux qui le poursuivraient. Sinon, il ferait mieux de se préparer à vivre le reste de sa vie, noyé dans la tristesse. L'agneau prit ses paroles à cœur et attaqua Lufus pour montrer sa détermination à devenir plus fort, à tout prix, et elle a aimé son esprit combatif, alors elle a posé l'agneau et lui a demandé de l'accompagner. Elle lui a dit qu'elle n'était pas encore à pleine puissance, mais qu'elle conquérirait un jour le monde entier, et elle voulait qu'il devienne son premier compagnon, son allié le plus fidèle. Elle lui demanda s'il avait déjà un nom, et l'agneau secoua la tête, lui disant non. Alors Lufus leva les yeux vers les étoiles avant de trouver le nom d'Arès. Du moins, c'est ainsi que l'histoire se déroula. Actuellement, Grant et ses hommes se précipitent pour intercepter les forces d'Arès, car c'est clairement le début d'un assaut généralisé et sans merci. Une fois arrivés sur les lignes de front, ils voient une armée massive de monstres marcher lentement vers les portes de la ville, et ils commencent à s'inquiéter, car il n'y a aucun moyen de retenir autant d'ennemis jusqu'à ce que l'armée principale soit prête pour la bataille, c'est une situation critique. Le tremblement de terre précédent devait être la déclaration de guerre d'Arès, car malgré sa haine envers eux, Lufus avait établi une règle stipulant qu'il n'était pas autorisé à attaquer sans faire de déclaration préalable. Et depuis, il a suivi cette règle religieusement, sans jamais y déroger. Peu de temps après, la force avancée de la ville arrive et l'ordre est donné à tous les mages et archers de tirer avant que les monstres ne s'approchent trop. Après avoir repoussé les monstres, les soldats commencent leur charge. Car ils doivent les maintenir à distance jusqu'à l'arrivée de la force principale, c'est crucial. Grant est en première ligne et fauche les monstres à gauche et à droite. Mais s'il s'en sort bien, ses subordonnés ne sont pas aussi forts que lui et beaucoup d'entre eux sont massacrés. À ce rythme, Grant ne pense pas qu'ils pourront tenir beaucoup plus longtemps, la situation est désespérée. Cependant, juste au moment où les troupes étaient sur le point d'être submergées, d'innombrables pics de glace tombèrent du ciel. Et alors que les soldats regardaient vers la ville, ils virent Megrez et Livia, le golem d'eau. Tous sont soulagés que leur divinité gardienne soit arrivée, et Megrez leur dit qu'ils peuvent tous se retirer maintenant, car Livia s'occupera du reste, sans problème. Il donne ensuite à Livia l'ordre d'attaquer, et en quelques instants, des dizaines de forces monstrueuses sont anéanties d'un seul coup. Pendant ce temps, Lufus observait la bataille se dérouler à distance, et elle avait prévu d'intervenir si la situation devenait désastreuse, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais avec Livia et Megrez sur les lieux, il ne semble pas que son aide sera nécessaire après tout. En parlant de Megrez, Lufus décide de vérifier ses statistiques pour voir si elles sont toujours aussi bonnes qu'à l'époque où elle et Megrez jouaient ensemble. Mais à sa grande surprise, il n'est plus que de niveau 500 maintenant, et il est affligé d'un malus appelé la malédiction des vaincus, un sort terrible. Lufus n'a jamais entendu parler d'une telle malédiction auparavant. Alors elle demande à Dina si elle a une idée de ce que c'est. Et selon les rumeurs qu'elle a entendues, après que les héros aient échoué à vaincre le Seigneur Démon, ils ont tous été frappés d'une malédiction qui a scellé la moitié de leur pouvoir, ce qui explique pourquoi Megrez est tellement plus faible qu'il ne l'était autrefois, c'est une tragédie. Et maintenant que Dina y pense, si Megrez ne peut plus utiliser toute sa puissance, cela signifie qu'il ne peut plus créer de golem comme Livia.
Donc, si elle tombe, alors la ville sera vraiment condamnée, sans aucun espoir. Tout à coup, le sol commence à trembler alors qu'un monstre géant approche du flanc de la montagne. Et ce n'est nul autre qu'Arès, le terrible. Après une brève confrontation, Arès et Livia s'affrontent. Et puisque l'élément d'Arès est le feu, Mégrès pense que Livia devrait avoir l'avantage dans un affrontement direct. Livia utilise une attaque en spirale d'eau forçant Arès à reculer initialement, mais il revient à la charge avec une énorme boule de feu peu de temps après, avec une force redoublée. Au début, il semble que la boule de feu ait complètement manqué Livia, mais Arès ne la visait pas du tout en premier lieu. Sa véritable cible était Mégrès depuis le début, mais heureusement, juste avant que la boule de feu ne puisse l'atteindre, Livia a réussi à intervenir et à éteindre l'explosion. Le sauvant de justesse, Mégrès envoie ensuite Livia sous forme de raz-de-marée pour repousser Arès, mais celui-ci utilise une compétence de saut enflammée pour la franchir et se dirige droit vers Mégrès. Mégrès érige une barrière pour se défendre, mais comme il n'est plus que la moitié de sa force d'antan, Arès parvient finalement à le submerger et à fissurer le bouclier, le mettant en difficulté. Cependant, avant qu'il ne puisse percer, Livia s'est faufilée derrière Arès et l'a pris dans une prise d'étranglement. Les soldats commencent à encourager Livia à mettre fin à cela, et Dina demande à Lufus comment elle pense que tout cela va se terminer, quel sera le dénouement de cette bataille. En ce qui concerne cette bataille, Lufus affirme que Livia va gagner, mais cela ne signifie pas qu'elle gagnera la guerre. Une grande partie des points de vie de Livia a été drainée en encaissant toutes les attaques d'Arès, et il est probable que c'était l'objectif d'Arès depuis le tout début, une stratégie bien pensée. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre Livia dans un combat en 1 contre 1, alors il a prévu de réduire ses points de vie avec des attaques constantes, puis de battre en retraite pour pouvoir attaquer à nouveau plus tard. Lufus est impressionné qu'Arès ait pu penser de manière assez logique pour comprendre que Livia ne peut pas le poursuivre une fois qu'il se retire, donc un barrage constant d'invasion périodique garantirait sa victoire éventuelle, c'est une tactique astucieuse. Cependant, Lufus ne peut pas laisser son plan aller plus loin car il serait dangereux qu'il détruise réellement Livia. Elle devra donc s'occuper de lui elle-même sans plus attendre. Elle attrape Dina et saute sur le champ de bataille, prête à l'action. Et juste au moment où Arès s'apprête à lancer une autre puissante explosion, Lufus le projette d'un coup de pied à travers la chaîne de montagne. Tout le monde est sidéré de voir le monstre terrifiant voler en un instant, et Mégrès se demande qui diable pourrait posséder une telle puissance, c'est incroyable. Mais même si Lufus dissimule toujours son identité, dès qu'il entend sa façon de parler, il comprend plus ou moins. Lufus ne veut rien confirmer ni infirmer pour l'instant, alors elle dit à Mégrès qu'elle s'occupera d'Arès seule, et qu'ensuite, elle reviendra pour avoir une discussion approfondie avec lui. Cependant, avant qu'elle ne parte, Mégrès lui dit que quelqu'un manipule en coulisses la soif de vengeance d'Arès et qu'elle devrait donc être prudente. L'avertissement vient d'un vieil ami, alors Lufus dit qu'elle en tiendra compte puis elle s'envole pour affronter Arès prête à l'action. Une fois arrivée devant lui, Arès lui demande qui elle est et cela la surprend, car lorsqu'elle jouait au jeu, Arès ne faisait que des bruits de moutons. Elle n'avait donc aucune idée qu'il pouvait réellement parler. Cela mis à part, comme Arès ne semble pas la reconnaître, elle active sa compétence d'intimidation, et dès qu'Arès ressent la pression terrifiante émanant d'elle, il se souvient de son maître, c'est frappant. Cependant, même si elle se tient juste devant lui, Arès refuse toujours de croire que c'est elle, car il est sûr que Lufus est morte il y a longtemps. Lufus n'est toujours pas certaine de compter comme l'original, car elle a été techniquement réincarnée. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien le corps de Lufus, sans aucun doute possible. Elle ne veut pas perdre de temps à essayer de convaincre Arès avec des mots. Alors elle lui dit que s'il ne croit vraiment pas que c'est elle, il est libre de venir tester sa force par lui-même. Et par courtoisie supplémentaire, elle promet de ne pas le blesser trop gravement, juste un peu. Arès hésite un instant, car la femme devant lui ressemble vraiment à Lufus, mais il se convainc qu'elle doit être une fausse, car il est impossible que son maître soit revenu. Il se prépare à attaquer de toute sa puissance, et Lufus commence à s'enthousiasmer, car c'est la première fois qu'elle affronte un monstre qui devrait être assez fort pour survivre à ses attaques. Ce sera donc son premier véritable combat, un défi excitant. Arès charge Lufus avec une intensité maximale. Cependant, après l'avoir repoussé sur quelques centaines de mètres, Lufus arrête facilement son élan d'une seule main et lui dit qu'il est effectivement devenu plus fort qu'il ne l'était il y a 200 ans. C'est une progression notable. Arès tente continuellement de la repousser, mais Lufus ne bouge pas d'un pouce et le trouve même adorable de s'acharner autant. En récompense de ses efforts, elle dit qu'elle va lui faire un câlin. Dans la seconde qui suit, un geste inattendu, Arès est soulevé du sol par la tête. Lufus le projette ensuite directement en l'air, mais elle est loin d'avoir terminé. Alors elle s'envole à sa poursuite, et une fois qu'elle se trouve au-dessus du corps d'Arès, elle dit qu'elle va le caresser légèrement, avec une certaine douceur. Lufus assène ensuite un coup de poing à Arès avec la force d'un camion de 10 tonnes, le faisant s'écraser au sol. Mais avant qu'il n'atterrisse, elle vole sous lui et décide de lui caresser le menton également. Ainsi, Arès est renvoyé en l'air, encore une fois, sans répit. Les gens observent le spectacle se dérouler dans un silence stupéfait, car ils n'ont jamais vu une telle démonstration de puissance écrasante auparavant. Lufus finit par projeter Arès au sol, le laissant ressembler à Yamcha, mais il n'a pas encore dit son dernier mot, il n'est pas vaincu. Arès commence à brûler avec de brillantes flammes bleues, et Lufus suppose que ce doit être son attaque la plus puissante. Alors elle lui dit de venir à elle avec tout ce qu'il a. Il charge en avant avec une vitesse incroyable, et avec un immense sourire sur son visage, Lufus avance pour l'intercepter, ce qui provoque une explosion massive visible à des kilomètres à la ronde, un spectacle impressionnant. Au moment où la poussière retombe, nous voyons que Lufus a de nouveau arrêté Arès avec la paume de sa main, puis elle le projette d'une pichenette contre les rochers.
Elle demande à Arès s'il doute encore qu'elle soit la vraie Lufus, mais tout à coup, il saute des décombres et se transforme en sa forme humaine pour s'excuser auprès de Lufus pour son comportement insensé et irréfléchi. Lufus est d'abord choquée, car elle savait qu'Arès avait une forme humaine, mais elle ne se souvient pas l'avoir conçu comme un fanboy. Mais maintenant qu'elle y pense, elle se rappelle une discussion de groupe où elle et ses amis avaient décidé de donner à Arès un design de fanboy pour plaisanter, et elle avait choisi d'accepter. C'était une blague. 20 minutes plus tard, Arès cesse enfin de pleurer et de s'excuser. Alors Lufus jette un coup d'œil à son écran de statistiques. Son niveau est toujours le même que lorsque Lufus jouait au jeu, mais ses capacités se sont considérablement améliorées. C'est impressionnant. Et cela devait être le résultat de tout le travail acharné d'Arès au cours des 200 dernières années. Elle dit à Arès qu'elle est en mission pour récupérer ses 12 étoiles célestes et qu'il est sa première étape. Elle n'acceptera donc pas de refus, c'est une certitude absolue. Arès est ravi que Lufus soit venu le chercher en premier et il accepte de la rejoindre dans sa mission une fois de plus, mais il a d'abord quelques questions. Comme qui est cette femme aux cheveux bleus là-bas? Dina n'arrive pas à croire qu'Arès ne se souvienne vraiment pas d'elle. Alors elle court vers lui, le regarde dans les yeux et lui rappelle qu'elle a été aux côtés de Lufus tout ce temps, sans jamais la quitter. Tout à coup, Arès se remémore des souvenirs flous de Dina debout à côté du trône de Lufus. Mais étant donné qu'elle possède des pouvoirs d'altération de la mémoire, je commence à devenir un peu méfiant, c'est une situation étrange. D'après ce qu'Arès se souvient, Dina n'a littéralement jamais bougé de cet endroit, alors il a supposé qu'elle était un meuble, mais il est surpris de découvrir qu'elle peut parler. C'est inattendo. Entendre Arès l'appeler un meuble rend Dina vraiment contrariée. Alors elle s'écarte sur le côté et commence à bouder. Lufus rit un peu car elle aussi n'avait aucune idée de qui était Dina au début, mais elle a été d'une grande aide depuis que Lufus est arrivé. Alors elle demande à Arès de ne pas trop se moquer d'elle, c'est important. Lufus demande à Arès pourquoi il tentait d'envahir la ville. Il lui répond qu'il l'a fait uniquement parce qu'il voulait venger Lufus après ce que les humains lui avaient fait. Après tout, s'il ne l'avait pas scellé, les humains auraient été vaincus à présent, et le monde serait en paix, c'est sa conviction profonde. Lufus comprend les sentiments d'Arès et apprécie le fait qu'il ait voulu la venger, mais elle lui dit qu'elle n'a aucun désir de vengeance contre l'humanité. Mais cela mis à part, elle se souvient de ce que Megrez lui avait dit à propos de quelqu'un manipulant Arès pour lancer les attaques. Alors elle demande à Arès de lui dire qu'il lui a mis ses pensées de vengeance en tête, car elle ne tolérera pas que quelqu'un trompe son subordonné, c'est inacceptable. Arès lui dit nerveusement que c'était l'un des démons, et en ce moment même, sur le continent démoniaque, ce même démon se prépare à déchaîner son armée pour occuper Sval. Il a patiemment attendu qu'Arès réduise les points de vie de Livia pour pouvoir envahir, et il a préparé une armée de monstres tous de niveau supérieur à 80. Il est donc sûr que rien ne peut l'arrêter, c'est sa conviction. Mars ordonne à son armée de partir et de massacrer chaque être humain dans la ville de Sval. Mais tout à coup, Lufus s'écrase juste devant son château, éliminant ainsi tous les hommes de Mars en un seul coup. C'est une démonstration de force incroyable. Mars n'a aucune idée de qui est Lufus, mais il peut dire qu'elle est forte. Alors il décide de descendre pour l'affronter. Mars demande à Arès pourquoi il a soudainement décidé d'arrêter d'attaquer Sval, alors qu'il doit toujours haïr les humains pour ce qu'ils ont fait, c'est illogique. Arès admet qu'il n'a toujours pas pardonné à l'humanité ce qu'elle a fait à Lufus, mais il réalise maintenant que les détruire ne le rendra pas heureux, ni Lufus d'ailleurs. En fait, les seuls à en bénéficier seraient des démons comme Mars, et c'est la dernière chose que Lufus voudrait. Alors Arès jure d'arrêter Mars ici et maintenant, sans hésitation. Mars n'est pas vraiment dérangé, car il s'attendait déjà à ce que cela arrive tôt ou tard. Et maintenant qu'Arès n'est plus utile, il prévoit de l'éradiquer complètement. Lufus dit à Arès de rester en retrait pour cette fois, car il est encore blessé par la raclée qu'il a reçue plus tôt, il doit se reposer. Mars est surpris qu'il y ait encore quelqu'un d'aussi puissant du côté des humains, mais peu importe, car en tant que l'un des 7 généraux démons, il est certain de pouvoir la vaincre. Il commence à charger ses pouvoirs de feu et de glace, expliquant avec des détails incroyablement ennuyeux le fonctionnement de sa technique. Il est en train de faire beaucoup de blabla, et Lufus finit par en avoir assez. Alors elle lui donne un coup de poing en plein visage si fort qu'il est projeté au loin, comme s'il faisait partie de la Team Rocket. Maintenant que c'est réglé, il n'y a plus rien à faire pour Lufus ici, mais avant de partir, elle a quelques questions sur les 7 généraux démons que Mars a mentionnés il y a un instant. Arès est sur le point de commencer à expliquer, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Dina surgit d'un portail et dit qu'elle s'occupera de l'explication à sa place. Elle dit à Lufus que les 7 généraux démons ont été formés il y a 8 ans, et qu'ils sont composés des subordonnés les plus puissants servant sous le seigneur démon. Lufus est choqué d'apprendre que Mars était l'un des démons les plus forts, car il ne pouvait pas dépasser le niveau 300 au maximum. Diana poursuit en expliquant que l'humanité n'était pas la seule faction à s'être considérablement affaiblie au cours des 200 dernières années. S'il est vrai que les héros ont tous été maudits et sont devenus incroyablement faibles depuis, ils ont éliminé presque tous les subordonnés vraiment puissants du seigneur démon, de sorte que les seuls qui restent au niveau de Lufus sont le seigneur démon lui-même et son fils. C'est alors qu'Arès remarque que Lufus n'a en fait tué aucun des monstres lorsqu'elle a atterri plus tôt, alors il lui demande si elle compte les laisser en vie, ce qu'elle confirme. Elle ne pense pas qu'il soit juste de tuer les monstres puisqu'ils n'ont rien fait de mal, mais Dina lui demande si elle est sûre de vouloir les épargner, car ils pourraient finir par blesser des gens s'ils sont laissés seuls. Lufaz a déjà trouvé une solution brillante à cela. Elle utilise donc son pouvoir pour soumettre tous les monstres de la zone et les placer sous son contrôle.
Dina lui demande si elle a l'intention de ramener tous les monstres avec eux, mais Lufus ne veut pas s'occuper de tous ces monstres. Alors à la place, elle leur donne un ordre et leur dit à tous de retourner dans leurs habitats naturels et d'éviter d'attaquer les humains sans bonne raison. Les monstres commencent tous à s'éloigner et maintenant ils devraient pouvoir vivre le reste de leur vie en paix. Lufus est donc heureuse et sa mission ici est officiellement terminée. Ensuite, Lufus retourne à la ville de Svelte pour rencontrer Megrez et lui faire un point sur la situation. Elle lui dit qu'elle a maîtrisé Arès et qu'elle a également vaincu le général démon qui était à l'origine de toute cette affaire. Megrez est soulagé que ce soit enfin terminé, mais il demande ce qu'il est advenu de tous les monstres actuellement sous le contrôle de Mars. Lufus l'informe qu'elle les a tous placés sous son commandement, donc ils ne poseront pas de problème, et après avoir entendu tout ce que Lufus a fait, il est certain de son identité. Il lui demande de venir avec lui un instant car il aimerait discuter en privé, mais Safel hésite un moment car l'anticipation le tue. Le joueur qui voit Megrez dans le jeu était un joueur de haut rang qui jouait avec lui tout le temps, et ils étaient de très bons amis. Il espère donc que le Megrez devant lui est le même qu'à l'époque. Alors que Megrez retourne au château, plusieurs nobles se rassemblent autour de lui et commencent à parler de leur inquiétude à son sujet. Ils disent tous qu'il doit être plus prudent car si la ville venait à le perdre, lui ou Livia, il n'y aurait aucun espoir de se défendre contre les envahisseurs. Cependant, Dina peut sentir qu'il n'y a aucune sincérité ou réelle préoccupation pour Megrez derrière leurs paroles. Megrez passe devant eux avec un air résigné sur le visage, et quand Lufus le rattrape, il dit qu'il sait qu'elle doit être consternée par ce qu'elle vient de voir. C'était censé être l'échelon supérieur dont le travail est de protéger les habitants de la ville, mais ils ne se soucient que de se protéger eux-mêmes en flagornant Megrez. Il conduit Lufas et les autres à son bureau et il l'assure qu'il n'y a pas d'équipement de surveillance ici. Elle est donc libre de montrer sa forme complète. Lufus s'exécute et déploie son aile, permettant à Megrez de confirmer que c'est bien elle, mais à la déception de Lufus, l'expression sur le visage de Megrez est celle d'une terreur pure. Il ne doit donc avoir aucun souvenir d'avoir été un joueur. Elle est déçue car cela signifie qu'elle pourrait vraiment être seule dans ce monde après tout, mais Megrez interprète son expression comme signifiant qu'elle est déçue de son état actuel. Il lui dit que beaucoup de choses peuvent changer en 200 ans, les gens peuvent devenir plus forts ou plus faibles, et dans le cas de Megrez, il est devenu bien plus faible qu'il ne l'était auparavant. Il demande à Lufus si elle est revenue pour se venger d'eux de l'avoir scellé, mais elle dit à Megrez que le fait qu'elle soit revenue est purement une coïncidence. Les humains essayaient simplement d'invoquer un héros et l'ont accidentellement invoqué à la place. Lufus commence à se demander ce qui ne va pas avec le Megrez de ce monde, car s'il n'est pas un joueur, ne devrait-il pas être opposé à Lufus, du moins selon la légende qu'elle a entendue jusqu'à présent. C'est alors qu'elle réalise que Megrez doit se sentir coupable de ce qui s'est passé, car si lui et les autres héros n'avaient pas scellé Lufus, alors les démons auraient été vaincus il y a longtemps. Être considéré comme un héros alors qu'il se blâme pour la chute de l'humanité doit le ronger, alors il cherche un moyen de se punir pour son rôle dans tout cela. Lufas dit à Megrez qu'il ne sert à rien de se tourmenter pour ce qui s'est passé dans le passé, car la vérité est qu'il a vaincu un ennemi puissant, il devrait donc en être fier et continuer sur le chemin qu'il estime juste. Megrez n'arrive pas à croire que Lufus soit si gentil avec lui, alors il lui demande pourquoi elle ne lui en veut pas. Elle était sur le point d'atteindre son objectif d'unification, et ils l'ont trahi. Cela semble difficile à pardonner, mais en ce qui concerne Safel, il n'éprouve aucune haine ou ressentiment envers Megrez, car la bataille n'a eu lieu que dans le jeu, il n'a donc jamais pu l'expérimenter. Il n'a aucune idée de ce que Lufus a ressenti à l'époque, mais il veut donner une réponse appropriée. Alors elle dit à Megrez que si lui et les autres ont choisi de se soulever contre son règne, alors c'était sa propre faute d'être une dirigeante inadéquate. Megrez essaie de soutenir qu'il mérite toujours de payer pour ce qu'il a fait. Mais ensuite, il lève les yeux et voit le visage de Lufus empreint d'un pardon sincère alors qu'elle lui dit qu'il doit arrêter de se blâmer. Quoi qu'il soit arrivé, il est le héros de ce pays. Il doit donc se tenir fier. Megrez comprend son point de vue, mais elle aurait pu mieux formuler sa pensée, car compte tenu du fauteuil roulant, il ne fera pas beaucoup de stations debout. Megrez a un flashback sur les anciens jours où lui, Lufas et Olette étaient encore les meilleurs amis du monde et il se souvient à quel point ils s'amusaient à l'époque, alors il promet de suivre le conseil de Lufas. Ensuite, Lufus utilise sa magie pour restaurer les PV perdus de Livia, et Megrez la remercie de son aide, car dans son état actuel, il n'aurait pas pu le faire seul. Livia retourne ensuite à l'eau et Lufus s'excuse pour les problèmes causés par Arès, mais Arès garde toujours rancune à Megrez, alors il dit qu'il ne s'excusera pas. Megrez demande à Lufas ce qu'elle compte faire maintenant, alors elle lui dit qu'elle continuera à voyager sur le continent jusqu'à ce qu'elle ait récupéré toutes ses 12 étoiles. Et Dina dit à Lufas que la prochaine sur la liste est Libra, la gardienne de la tombe de l'Aile Noire. Lufus demande ce qu'est la tombe de l'Aile Noire, alors Dina explique qu'après qu'elle ait été scellée, toutes les personnes qui l'admiraient ont travaillé ensemble pour construire la plus grande structure du monde en sa mémoire. Et tout en haut, tous les anciens trésors et butins de Lufus ont été entreposés, Libra agissant comme gardienne pour les protéger des pilleurs de tombes. On demande à Lufus pourquoi les gens seraient assez stupides pour risquer de combattre Libra juste pour piller une tombe,
Alors Maigret l'informe que les niveaux des gens ne sont pas la seule chose qui a décliné. Les armes sont également devenues bien pires. Beaucoup des armes légendaires qui existaient autrefois ont été perdues dans la bataille contre le Seigneur Démon, de sorte que les seules qui restent sont celles qui reposent dans la tombe de Lufus. L'humanité a désespérément essayé de mettre la main sur ces armes pour aider dans la lutte contre l'armée démoniaque. Mais grâce à Libra, toutes les tentatives se sont soldées par un échec brutal. Lufus comprend à quel point cela a dû être frustrant pour Maigret, mais contrairement à Arès, il ne semble pas que Libra fasse réellement quelque chose de mal. Elle exprime simplement sa loyauté en gardant la tombe de son maître, et Maigret comprend le point de vue de Lufus. Il a une requête qu'il aimerait faire. Une fois que Lufus aura récupéré Libra et ses trésors, il lui demande de bien vouloir laisser derrière elle tout ce qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser, car cela lui serait d'une grande aide. Lufus dit que ça lui va, alors elle et les autres se préparent à partir. Mais avant qu'il ne s'en aille, Maigret dit qu'il a quelque chose à lui donner. Il est peu, être affaibli, mais il possède encore pas mal de magie puissante. Alors il utilise un sort pour cacher les ailes de Lufas afin qu'elle n'ait pas à les couvrir constamment avec sa cape pour garder son identité secrète. Il lui procure également une nouvelle tenue, et Lufas est vraiment reconnaissante car c'est beaucoup plus facile de se déplacer avec. En sortant, Lufas va trouver Gans en dehors de la ville, et il est un peu confus au début car il ne comprend pas pourquoi une si jolie dame lui parlerait. Mais alors Lufus retire ses lunettes pour lui montrer qu'elle est la personne qui l'a aidé plus tôt dans la journée. Gans est stupéfait car il n'avait aucune idée qu'elle était si belle tout ce temps. Elle lui dit qu'elle est venue lui dire au revoir et le remercier pour toute son aide, alors Gans lui souhaite un bon voyage. Avant qu'elle ne parte, il a une dernière question. Il est sur le point de lui demander si elle est la même Lufas des légendes, mais il s'arrête soudainement et lui dit d'oublier ce qu'il a dit, car il n'y a aucune chance que ce soit le cas. Pendant ce temps, ailleurs, Mars vient de s'écraser dans une forêt, et alors qu'il volait dans les airs, il a réalisé que la seule personne capable de le frapper si fort serait Lufus Mofal, mais si elle est vraiment de retour, alors tous ses plans seront réduits à néant. C'est alors qu'une femme s'approche de Mars et lui dit que son rôle est terminé, il est donc temps pour lui de disparaître, comme la pathétique marionnette qu'il est. D'un claquement de doigts, Mars est effacé de l'existence, et la responsable est cette femme, qui ressemble énormément à Lufus. La prochaine étape pour Lufus est de récupérer Libra, mais la tombe est à plus de 500 km, alors Dina demande à Lufas de créer un golem pour les y emmener. Ce serait possible, mais Lufas dit qu'il serait plus rapide pour Dina de simplement les téléporter là, pas puisqu'elle a la magie de téléportation à sa disposition. Dina soupire et dit à Lufas que la magie de téléportation est principalement destinée à un usage personnel, et bien qu'il lui soit possible de transporter d'autres personnes, elle doit avoir leur consentement, et s'il y a le moindre soupçon de refus inconscient, la magie de téléportation peut avoir toutes sortes d'effets indésirables, alors elle préfère éviter de prendre ce risque. De plus, elle avait hâte de faire un agréable voyage en voiture. Alors elle demande à Lufus d'inclure un bain et un endroit pour dormir lorsqu'elle fabriquera le golem afin qu'il n'ait pas à sortir la nuit. Lufus n'avait jamais entendu parler d'un tel golem auparavant, mais Arès semble vraiment enthousiasmée par l'idée, alors elle accepte d'essayer d'en fabriquer un. Elle agite sa main et commence le processus de formation du golem, créant finalement un camping-car, puis elle utilise quelques bûches de la forêt pour créer des meubles. Dina est heureuse qu'ils aient des lits confortables pour le voyage, mais elle demande à Lufas si elle pourrait aussi leur faire de la literie douce. Lufus cherche des matériaux pour les couvertures, mais elle se souvient alors qu'Arès est un mouton, et je suis sûr que vous savez ce qui s'est passé ensuite. Quoi qu'il en soit, le camping-car est enfin terminé, mais Dina rappelle à Lufus qu'elle ne lui a pas encore donné de nom, alors Lufus réfléchit un instant et décide de l'appeler Tanaka. Il est même livré avec sa propre publicité promotionnelle pour une raison quelconque. Après avoir voyagé un certain temps, il fait nuit, alors Dina suggère qu'il devrait s'arrêter et installer le camp pour la nuit, ce à quoi Lufas est d'accord. Cependant, dès qu'ils sortent, Dina sent quelque chose à proximité, alors elle va enquêter et découvre une source chaude naturelle derrière des buissons. Elle est très excitée car elle mourrait d'envie de prendre un bain, mais Lufus ne voit pas l'intérêt de tout ce remue-ménage puisque le camping-car est déjà équipé d'un bain intégré, mais Dina dit qu'expérimenter une source chaude naturelle est bien mieux. Elle attrape la main d'Arès et commence à le conduire vers la source pour qu'il puisse y entrer tout de suite, mais il lui rappelle alors que malgré les apparences, il est toujours un homme, alors il attendra là-bas jusqu'à ce que ce soit son tour. L'entendre dire cela rappelle à Lufus que malgré les apparences, elle est aussi mentalement un homme, et l'idée de prendre un bain avec Dina va probablement être inconfortable, mais elle ne peut pas vraiment lui expliquer la vraie situation, alors elle décide de se tenir près de quelques arbres et de se détourner jusqu'à ce que Dina se soit déshabillée et immergée dans l'eau. Une fois Dina dans l'eau, elle pousse un grand soupir car il n'y a rien de mieux que de se prélasser dans une source à ciel ouvert après une longue journée de voyage. Elle demande à Lufas d'entrer aussi, et Lufas envisage brièvement de trouver une excuse pour l'éviter, mais cela ne sert à rien, alors elle fait ce que Dina a demandé et se déshabille pour pouvoir entrer dans le bain. Cependant, avant qu'elle ne puisse y entrer, Dina rappelle à Lufas qu'il est de mauvaise étiquette d'entrer dans l'eau sans attacher ses cheveux, car cela laisserait des mèches de cheveux partout, et personne d'autre ne voudrait l'utiliser ensuite. Lufus convient qu'elle devrait probablement attacher ses cheveux, alors Dina propose de le faire pour elle et se prépare à sortir pour l'aider. Cependant, elle ne porte pas de serviette, et Lufus ne pense pas qu'il serait juste de regarder le corps de Dina. Alors elle dit que Dina devrait rester où elle est, et qu'elle la rejoindra là-bas. Une fois Lufus dans l'eau, Dina l'aide à attacher ses cheveux pour éviter que des mèches ne tombent dans l'eau, cependant,
Il n'y a pas grand chose qu'elle puisse faire concernant les plumes de Lufus, car elles ont tendance à muer lorsqu'elles sont placées dans de l'eau chaude. Lufus s'excuse pour les plumes égarées, mais Dina dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et Lufus a de toute façon rarement l'occasion de déployer ses ailes comme ça, alors elle devrait profiter de l'expérience tant qu'elle dure. Alors qu'elle se prélasse côte à côte, Safel commence à fixer le corps de Dina très intensément. Et cela le mène à une réalisation troublante. Dans sa vie passée, il n'était pas un dégénéré complet, mais il était tout de même un Gunner certifié. Cependant, maintenant, même s'il fixe le corps de Dina, il ne ressent absolument rien. Dina remarque que Lufus semble un peu dans la lune, mais avant qu'elle ne puisse demander pourquoi, elle aperçoit un groupe de grenouilles adaptatives sur un rocher là-bas, alors elle attire l'attention de Lufus et lui dit de regarder. Lufus ne comprend pas ce qu'il y a de si spécial à propos d'un tas de grenouilles, alors Dina explique que celles-ci ont une propriété spéciale. Les vertes sont des mâles et les roses sont des femelles. Et quand il y a plus de mâles que de femelles, les grenouilles mâles se battent toutes pour voir qui gagne le droit de donner des coups de rein de grenouille. Ensuite, après qu'un vainqueur ait été désigné, les deux grenouilles mâles restantes jouent à pierre-feuille-ciseaux, et celui qui perd se transforme en grenouille femelle et doit accepter les coups de rein de l'autre. Safel se demande brièvement si le fait de devenir Lufus a également changé ses préférences. Mais il n'est absolument pas question qu'il se laisse jamais prendre des coups de rein, alors il rejette immédiatement cette pensée. Dina remarque que Lufus semble un peu stressé. Alors elle lui demande ce qui ne va pas, mais Lufus dit que ce n'est rien, et suggère qu'il devrait sortir de la source maintenant. Quelques minutes plus tard, ils retournent tous les deux au camping-car et disent à Ares qu'il est libre d'utiliser la source chaude maintenant. Alors il sort en serviette et s'attache la tête avant de partir pour un bain. Le lendemain, le groupe arrive à la tombe de Lufus et elle est choquée par son immensité, mais aussi par le fait qu'il y ait toute une ville autour pour une raison quelconque. Dina explique que comme tant d'aventuriers continuaient d'essayer de piller la tombe pour obtenir certains des objets de valeur de Lufus, les marchands ont commencé à se rassembler ici dans l'espoir de faire un profit en leur vendant de l'équipement. Et de là, de plus en plus de gens ont continué à apparaître jusqu'à ce que tout le village soit formé, et maintenant la tombe de Lufus est pratiquement un site touristique. Lufus trouve intéressant que tout cela se soit produit en seulement 200 ans, et elle n'est pas vraiment dérangée par le fait que les gens aient transformé cela en attraction touristique. Mais Ares, en revanche, est absolument furieux, car il ne peut pas croire que les gens oseraient manquer de respect à Lufus de cette manière. Il dit qu'il est prêt à ravager cet endroit immédiatement, mais Lufus lui dit de se calmer car elle ne veut pas que quiconque meure sans raison. Pour l'instant, elle suggère qu'il devrait se diriger immédiatement vers la tombe, mais alors qu'ils approchent de l'entrée, ils tombent sur un groupe d'aventuriers qui semblent plutôt inquiets. Apparemment, une escouade de reconnaissance a été envoyée dans la tombe il y a 2 mois pour cartographier une nouvelle zone, mais ils ne sont pas revenus pour leur pointage prévu, alors ils commencent à s'inquiéter que quelque chose leur soit arrivé. En entendant cela, Lufus est encore plus désireuse d'entrer et de trouver Libra dès que possible, car elle ne veut pas que quelqu'un d'autre risque sa vie dans cet endroit. Les aventuriers remarquent que Lufus se dirige à l'intérieur et la préviennent qu'elle ne devrait vraiment pas y aller maintenant. Quoi qu'il se passe là, dedans, le fait que leur équipe de reconnaissance composée de 50 des aventuriers les plus forts de la nation ait disparu signifie qu'un groupe de 3 n'aurait aucune chance là. Lufa les remercie de leur inquiétude, mais elle les assure qu'elle est plus que capable de gérer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Lufas et les autres entrent ensuite dans le donjon, mais alors qu'ils traversent les tunnels, Ares s'arrête soudainement car il sent quelque chose approcher. Peu après, l'un des golems que Lufus a produit en masse pour la bataille il y a 200 ans sort de l'obscurité, et Dina explique qu'il en restait apparemment beaucoup après que Lufus ait été scellé, alors ils errent sur le site de la tombe depuis et éliminent tous les intrus qu'ils trouvent. Cependant, elle dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car elle ne détecte aucune intention hostile de la part du golem. Ces types de golems ont été conçus pour pouvoir distinguer les amis des ennemis. Et il reconnaît clairement toujours Lufus et Ares, donc ils n'ont rien à craindre. Mais quand il s'agit de Dina, en revanche, le golem commence immédiatement à l'attaquer. Ares et Lufus supposent que le golem ne doit pas se souvenir de Dina, puisque ni l'un ni l'autre ne s'en souvenait au début non plus. Mais Lufus ne veut pas laisser Dina se faire écraser, alors elle décide de détruire le golem. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, le groupe d'aventuriers de tout à l'heure apparaît, et ils interviennent pour la sauver. Leur nom de groupe est Hawkeye, et ils ont suivi Lufus et les autres ici parce qu'ils craignaient qu'ils ne se blessent. Ils sont plutôt bien coordonnés dans leurs attaques, donc ils réussissent à le maintenir occupé, mais comme le golem est de niveau 150, et que leur niveau atteigne à peine 50, ils ne peuvent pas lui faire beaucoup de dégâts. Si un golem parvenait à leur porter un seul coup, il serait mort instantanément, et Lufus ne veut pas que cela arrive, alors elle demande à Ares d'aller les aider. Il accepte joyeusement de le faire, et dépasse les aventuriers avant de frapper le golem d'un poing enflammé qui le projette en arrière. C'était suffisant pour l'éliminer définitivement, alors une fois la poussière retombée, le chef John s'approche d'Ar et lui demande avec enthousiasme comment il a réussi à effectuer une attaque pareille. Ar est un peu gêné parce que Jan est beaucoup trop près. Alors Lufus s'interpose entre eux et dit à Jan de se calmer un peu. Jan s'excuse d'être trop proche et du fait que lui et son groupe aient eu besoin d'être sauvés. Même s'ils étaient venus ici pour tenter de sauver Lufus, Jan se présente comme un guerrier, Nick comme un guerrier léger et Richard comme un guerrier lourd. Lufus n'arrive pas à croire à quel point l'équilibre de leur équipe est terrible, car tout le monde est un guerrier, à l'exception de Shu qui est archer. Bref, puisqu'ils font les présentations, elle se présente comme une aventurière de classe rangeur de haut niveau, mais quand c'est au tour de Dina et Ar, ils ne savent pas quoi dire. Alors ils déclarent aussi qu'ils sont des rangeurs, et Jan affiche un air inquiet car, pour lui, le groupe de Lufus semble bien plus déséquilibré que le sien.
John propose d'accompagner le groupe de Lufus pour leur apporter son soutien, et Lufus est sur le point de refuser, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Dina intervient et dit qu'elle adorerait avoir cette aide supplémentaire. John et les autres sont ravis de l'entendre, alors ils commencent à marcher dans le couloir, et avec un visage joyeux, Dina explique à Lufus qu'ils utilisent les aventuriers pour se faciliter la tâche, du moins jusqu'à ce que l'un d'eux tombe dans un piège et meure ou quelque chose du genre, et entendre Dina dire cela avec un sourire sur son visage fait réaliser à Lufus qu'elle est un peu psychopathe. Cependant, il n'y a pas de réel inconvénient à laisser le groupe rester, car ils semblent être de bonnes personnes, alors Lufus décide de les soutenir autant que possible, sans attirer trop de soupçons, du moins jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet et trouvent Libra. Pendant ce temps, au sommet de la pyramide, le groupe Riku Naissance, disparu il y a des mois, a enfin gravi le long escalier, et ils se jurent que quoi qu'il arrive, ils obtiendront le trésor d'armes pour le bien de l'humanité et de leurs camarades tombés au combat. Cependant, alors qu'ils arrivent à l'étage supérieur, ils sont confrontés à Libra, et elle leur ordonne immédiatement de quitter cette caisse dans les 10 secondes, sinon elle les éliminera. Les aventuriers tentent de raisonner Libra, car ils ont vraiment besoin de ces armes pour combattre les démons, mais elle se moque éperdument de leurs raisons, et une fois le compte à rebours arrivé à 0, elle active le programme Braxium, scellant les aventuriers dans une bulle avec elle afin qu'ils puissent être tués. Pendant ce temps, concernant Hawkeye, Lufus commence à regretter de les avoir laissés venir car ces gars sont de la chair à canon absolue. Et ils ne sont même pas assez intelligents pour réaliser à quel point ils sont faibles. Chaque fois qu'ils rencontrent un golem, ils se font botter les fesses, et Lufus est alors forcé d'ordonner au golem de se retirer pour que les aventuriers ne finissent pas morts, mais il croit sincèrement être ceux qui ont vaincu les golems, et Lufus craint de leur donner une fausse confiance. Le groupe finit par arriver devant le dernier golem gardien, et celui-ci est beaucoup plus coriace que les autres, affichant un niveau élevé de 600, alors Lufus sait que les aventuriers seraient anéantis dès qu'ils entreraient à portée de cette chose. Elle leur dit donc à tous de reculer pendant qu'elle avance pour s'en occuper. Les aventuriers essaient de lui dire qu'il est trop dangereux de combattre une telle chose seule, mais Dina leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car Lufus a un plan, alors ils acceptent tous de se retirer. Elle s'approche du golem et la première chose qu'elle fait est de lui demander s'il la reconnaît. Le golem semble clairement réagir au visage de Lufus, mais il finit quand même par l'attaquer, alors elle est forcée de se défendre et le tranche en deux d'un seul coup. Elle commence alors à marcher vers les escaliers, mais alors qu'elle part, le golem l'appelle par son nom et lui dit « Bienvenue à la maison ». Lufus le remercie d'avoir travaillé si dur pour protéger cet endroit pendant les 200 dernières années, mais sa mission est maintenant terminée, il peut donc enfin se reposer, et le golem semble ravi d'être libéré de son devoir, alors il s'éteint définitivement. Après cela, elle commence à monter les escaliers pour affronter Libra, mais les aventuriers lui disent d'arrêter car ils pensent que c'est beaucoup trop risqué d'affronter Libra seul. Ils veulent donc l'accompagner. Cependant, Lufus en a assez de les surveiller, elle leur fait donc comprendre qu'ils mourraient presque instantanément si Libra choisissait de les attaquer, ils n'auraient donc aucune chance de partir d'ici vivants. Les aventuriers ne peuvent pas contredire cela, mais avant que Lufus ne parte, ils lui demandent qui elle est vraiment. Ils sont bien conscients qu'ils ne sont pas les plus brillants, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre que la seule raison pour laquelle ils sont arrivés jusqu'ici est que Lufus n'a cessé d'intervenir pour les sauver. Et il y a aussi le fait qu'elle a pu détruire l'un des golems d'un seul coup, il n'y a donc aucune chance qu'elle ne soit vraiment qu'une simple rangée. Lufus marque une pause un instant, se demandant quoi dire, mais elle leur dit ensuite qu'elle n'a pas l'intention de répondre à leurs questions et monte sans un mot de plus. Dina et Har disent à Lufus qu'ils l'attendront ici en bas pour son retour, car aucun d'eux ne peut non plus gérer le brachium de Libra, elle s'en occupera donc seule. Alors que Lufus monte les escaliers, elle se demande pourquoi elle a ressenti une tristesse sincère lorsqu'elle a éliminé ce golem plus tôt. Même si c'était l'une des créations de Lufus, et qu'il pourrait être logique pour le personnage de Lufus de s'en soucier, pour Safel, ce n'était rien d'autre qu'un tas de pixels sur un écran, il ne devrait donc avoir aucun attachement émotionnel à cela. Il réalise qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans son esprit pour qu'il ressente cela, mais il n'y a pas de temps pour s'en inquiéter maintenant, car il doit d'abord s'occuper de Libra. Lufus finit par atteindre l'étage supérieur et y trouve Libra qui l'attend pour l'intercepter en tant que dernière intruse. Libra ordonne à Lufus de partir dans les 10 secondes ou de faire face à des actions hostiles. Mais au lieu de cela, elle retire simplement ses lunettes et déploie ses ailes pour révéler son identité. Après avoir bien observé Lufus, Libra arrête le compte à rebours et commence à essayer de traiter ce qu'elle a vu car elle n'arrive pas à croire que Lufus soit vraiment de retour. Elle confirme que la personne qui se tient devant elle ressemble exactement à Lufus et est même génétiquement compatible à 99% avec Lufus, mais elle a toujours du mal à l'accepter car il devrait être statistiquement impossible que Lufus ait survécu à la bataille contre les héros. Elle commence à court-circuiter à cause de l'incohérence logique, et Lufus essaie de lui dire de ne pas trop y penser pour le bien de ses processeurs, mais Libra est déjà assez endommagée, alors Lufus dit qu'elle va s'approcher pour effectuer des réparations maintenant. En entendant cela, le protocole de défense de Libra se déclenche, et comme elle n'a pas encore reconnu Lufus comme sa maîtresse, elle dit à Lufus que si elle fait un pas de plus, elle sera forcée d'utiliser la force contre elle. Cependant, Lufus ne s'arrête pas de bouger, et elle demande à Libra ce qu'elle va faire à ce sujet. Libra interprète les mouvements soudains de Lufus comme une action hostile, alors son système de défense se déclenche,
activant son braxium et créant un vaste espace aérien pour qu'elle puisse combattre. Lufus est d'abord prise au dépourvu par le changement soudain d'environnement, mais quand Libra commence à lui tirer dessus, elle se ressaisit. Lufus effectue des manœuvres d'évitement pour esquiver tous les tirs et missiles de Libra, mais vraiment Libra ne lui facilite pas la tâche. Lufus finit par trouver une ouverture pour frapper Libra et interrompre son animation d'attaque, alors elle se met à la poursuivre à la place. Libra essaie de se débarrasser de Lufus en utilisant plus de tirs, mais elle les contre en utilisant ses ailes pour renvoyer les balles vers elle, désactivant son arme. Libra tente ensuite d'utiliser un large éventail d'autres attaques, mais rien de ce qu'elle fait n'approche de la défaite de Lufus. Alors elle désactive finalement le domaine, et en active un autre. Lufus reconnaît cela comme l'attaque ultime de Libra, une expansion de domaine qui ignore toutes les compétences défensives, et a un effet de coup sûr qui inflige 99 000 points de dégâts. Le fait qu'elle ait été prise dans la portée de l'attaque devrait être préoccupant, mais pour être honnête, Lufus est en fait excitée car ce sera le premier dommage significatif qu'elle aura subi depuis qu'elle est venue dans ce monde. Alors que Libra déchaîne la violente vague d'énergie, Lufus sent la douleur la frapper comme un camion-benne, mais elle a plus qu'assez de PV pour encaisser les dégâts, alors elle continue d'avancer jusqu'à se retrouver finalement juste devant Libra. Libra tente alors de tirer un laser au visage de Lufus, mais elle s'esquive. Et avant que Libra ne puisse frapper avec son bras, épée, Lufus le saisit pour la maintenir en place pendant qu'elle lance réparation totale. Cela répare tous les dégâts que Libra a subis pendant ces années à garder cette tombe, et Lufus s'excuse d'avoir mis si longtemps à revenir. Avec les unités logiques de Libra de nouveau en état de marche, elle est capable de confirmer que la personne devant elle est bien sa maîtresse. Il n'y a donc plus besoin pour elle de garder cette tombe, et elle s'éteint pour une sieste bien méritée. Lufus est contente d'avoir réussi à récupérer Libra sans trop de tracas, mais maintenant elle se demande comment elle va expliquer cela aux aventuriers sans révéler sa véritable identité. Elle redescend les escaliers et passe la tête au coin pour voir comment les choses se passent, mais à sa surprise, elle ne voit que Dina et Arez l'attendre. Elle est confuse et demande ce qui est arrivé aux aventuriers. Alors Dina explique qu'elle a simplement implanté de faux souvenirs dans leur tête grâce à sa manipulation mentale pour leur faire croire que ce sont eux qui ont vaincu Libra. Lufus avait oublié que Dina avait mentionné qu'elle possédait des pouvoirs de manipulation mentale, et maintenant qu'elle l'a vu en action, cela semble absolument terrifiant. Dina explique qu'elle leur a fait croire que Libra était gravement blessée avant leur arrivée, ainsi ils ont pu la submerger et revendiquer la victoire. De cette façon, personne ne posera trop de questions, mais Lufus trouve cela un peu trop commode, alors elle demande à Dina si elle avait ce plan dès le moment où elle a accepté de les laisser rejoindre la mission. Dina ne le nie pas, et avec un sourire malicieux, elle dit que c'était la seule raison pour laquelle elle était prête à tolérer de tels obstacles. Lufus est effrayée par le manque de cœur de Dina, mais elle est contente qu'il ne soit pas ennemi, car elle serait terrifiante à gérer. Quoi qu'il en soit, puisque les choses ici sont sous contrôle, Dina suggère qu'ils devraient monter à la salle du trésor et rassembler tout ce dont ils auront besoin. Une fois arrivés dans la chambre forte, ils sont tous émerveillés par tous les trésors brillants de la pièce, surtout Lufus. Elle peut à peine tenir en place et elle ne comprend pas pourquoi, mais Dina souligne que Lufus a toujours aimé les choses brillantes. C'est pourquoi elle a amassé tant de trésors en premier lieu. Et elle a tendance à devenir un peu folle dans des situations comme celle-ci. Alors, Dina demande à Arez de l'aider à choisir les objets utiles pendant que Lufus est distraite par tout l'or. Lufus essaie de soutenir qu'elle est parfaitement capable de se contrôler autour de l'or. Mais elle a littéralement déjà les mains pleines d'un tas d'or, on ne peut donc pas lui faire confiance pour choisir les choses importantes. Un peu plus tard, Dina et Arez ont fini de rassembler tous les objets dont ils ont besoin. Et le reste des choses ici est soit un tas de vieilles armes, soit de l'or inutile. Donc les laisser derrière ne devrait pas être un problème, mais avant de partir, Dina demande à Lufus si elle pourrait rassembler les golems de la zone afin qu'ils puissent être téléportés à la base. Et Lufus dit qu'elle sera heureuse d'aider, mais elle réalise ensuite que Dina voulait dire tous les golems, elle est donc forcée de passer les quelques heures suivantes à parcourir cette gigantesque tombe juste pour s'assurer qu'elle les a bien tous récupérés. Après cela, Dina téléporte tous les golems, et puisqu'il ne leur reste plus rien à faire ici, elle suggère qu'ils devraient partir. Lufus demande s'il est vraiment acceptable de laisser les aventuriers ici dans leur état actuel, mais Dina l'assure que ce ne sera pas un problème. Et quelques minutes après le départ du groupe de Lufus, les aventuriers se réveillent, pleinement convaincus que ce sont eux qui ont nettoyé la tombe et vaincu tous les golems. Pendant ce temps, dans la forêt, Lufus et les autres sont de retour au camping-car, mais avant de reprendre la route, Dina arrange les vêtements de Libra et la pose sur une souche d'arbre pour que Lufus puisse lui parler. Lufus s'approche de Libra et lui donne l'instruction de s'allumer, alors elle se réveille, et la première chose qu'elle fait est de saluer Arès et la dame inconnue à ses côtés. Elle s'excuse ensuite auprès de Lufus pour tous les problèmes qu'elle a causés. Mais avant que Lufus ne puisse répondre, Dina dit qu'elle n'arrive pas à croire que Libra ne la reconnaisse pas. Lufus rit doucement et dit à Libra que Dina est sa conseillère. Et Libra est choquée d'entendre cela, car ses banques de mémoire ne contiennent aucune donnée sur Dina. Dina s'approche du visage de Libra et essaie de lui faire se souvenir d'elle, mais Libra est toujours certaine de n'avoir jamais vu Dina auparavant.
Cependant, après avoir effectué une vérification approfondie de sa mémoire, Libra a trouvé quelques fichiers de mémoire endommagés qui pourraient contenir des informations sur Dina, mais elle n'a aucun moyen de les vérifier pour le moment. Par conséquent, elle décide de simplement croire Lufus sur parole et reconnaît la position de Dina en tant que conseillère, du moins temporairement. Il est difficile pour Lufus de savoir ce que Libra pense car elle ne montre jamais beaucoup d'expression, mais elle n'a aucune raison de douter de la loyauté de Libra, alors elle lui dit qu'elles sont en voyage pour récupérer les 12 étoiles célestes. Et elle veut savoir si Libra aimerait la servir une fois de plus. Libra dit que rien ne la rendrait plus heureuse et elle est prête à consacrer chaque instant de sa vie à l'objectif de Lufus. Maintenant que Libra a officiellement rejoint l'équipe de Lufus, elle lui demande si elle sait quelque chose sur les emplacements des autres étoiles célestes. Libra s'excuse et dit qu'elle n'a aucune information utile car elle était stationnée dans la tombe tout le temps et était complètement coupée du reste du monde. Dans ce cas, Lufus se tourne vers Dina et lui demande si elle sait quelque chose. Et Dina explique joyeusement qu'à environ 2000 km d'ici, il y a un petit village au pied d'une montagne où Parthénos vit secrètement. Lufus est surprise d'apprendre que Parthénos a choisi de vivre dans un village, alors Dina explique que le village a en fait été créé par Parthénos et qu'elle a érigé une puissante barrière pour protéger les monstres et les plantes sans défense du reste du monde. Lufus est soulagé que Parthénos n'ait pas causé de problème aux gens, mais Dina mentionne ensuite que la montagne où le village a été construit était autrefois la patrie de Lufus, et Parthénos a en fait chassé toutes les ailes célestes qui y vivaient, créant une zone inhabitable pour les tenir à l'écart, et Lufus est de nouveau déçu. Sur le chemin du retour, Lufus avait un flashback de son époque en tant que Saphel, mais tout à coup, elle est réveillée par Dina qui pose une main sur son épaule. Dina lui demande ce qui s'est passé, alors Lufus explique qu'elle faisait juste un rêve qui semblait plutôt important. Mais pour une raison quelconque, elle ne se souvient plus de quoi il s'agissait. Elle décide de se concentrer uniquement sur sa mission actuelle. Alors elle demande à Dina combien de temps il leur faudra avant d'atteindre leur destination. Ils roulent depuis un certain temps maintenant, donc cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps, mais Ars a quelques questions. Par exemple, si Parthénos a chassé toutes les autres ailes célestes de Vanaheim, alors où sont-elles allées? Dina explique que les ailes célestes vivent actuellement à Gjallarhorn, qui a été fondé par l'un des 7 héros, Marak, le roi du ciel. Lufus a le sentiment qu'elle ne s'entendra pas bien avec le reste des ailes célestes étant donné l'histoire de son personnage. Mais si Marak est là, elle doit vérifier s'il se souvient de quelque chose de l'époque où ils jouaient au jeu ensemble. À la tombée de la nuit, le groupe arrive aux abords de la ville de Gjallarhorn et comme tous les bâtiments ont été construits autour de la falaise, se déplacer à pied sera forcément un cauchemar. Ars se demande pourquoi c'est si clairement séparé en côté noir et blanc, alors Dina explique que la nation souffre de troubles civils et s'est divisée en 2 factions. Lufus demande ce qu'elle veut dire par là, alors Dina explique que les ailes célestes, qui ont des ailes d'un blanc pur, pensent qu'elles sont meilleures que tout le monde, et cela a provoqué un énorme soulèvement civil parmi le reste du peuple. On demande à Lufus pourquoi Marak n'a pas encore calmé les choses. Alors Dina explique que Marak essaie de maintenir la neutralité pour arrêter les combats des 2 côtés, mais il n'a pas réussi à les contrôler. Ars se souvient que la persécution des ailes sombres était interdite sous le règne de Lufus, ce que Lufus trouve étrange car elle n'a aucun souvenir d'avoir émis un tel ordre. Dina continue d'expliquer qu'une fois Lufus parti, les ailes blanches ont profité de l'occasion pour revendiquer leur supériorité sur les ailes sombres, et les ailes sombres ont riposté. C'est pourquoi nous nous battons depuis 200 ans. Lufus a l'impression que c'était en quelque sorte de sa faute. Alors elle prévoit de faire quelque chose à ce sujet, mais comme la durée de vie moyenne d'une aile céleste est de plus de 1000 ans, beaucoup d'entre elles ont dû rencontrer Lufus personnellement il y a 200 ans, elles sont donc tenues de reconnaître son visage si elle entre en ville comme ça. Elle décide de couvrir son visage avec sa cape pour s'assurer que personne ne la reconnaisse. Quand il est enfin temps de monter les escaliers, ils réalisent tous que ce sera un véritable casse-tête d'y arriver puisque la ville a été construite pour des gens qui peuvent voler. Ars n'a vraiment pas hâte de faire toute cette marche, mais Libra lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car elle a la solution parfaite en tête. Elle active son mode jet, et avant que Lufus ne puisse faire d'objection, elle attrape tout le monde avant de s'envoler vers le côté sombre de la ville. Ils y arrivent tous sains et saufs, mais le bruit d'un moteur à réaction si tard dans la nuit a réveillé toutes les ailes sombres du quartier. Alors ils sortent tous pour voir ce qui se passe. Lufus crie sur Libra pour avoir fait tant de bruit si tard dans la nuit, mais Libra ne se soucie pas vraiment des sentiments des gens en dehors de Lufus, alors elle ne voit aucun problème dans ce qu'elle a fait. La foule est encore très confuse, alors Dina se présente comme une traîtresse libre et dit à tout le monde que ce sont ses compagnons. Lufus s'excuse ensuite pour le dérangement qu'ils ont causé et elle assure aux habitants que cela ne se reproduira plus. Les gens ici semblent plutôt gentils, et l'un d'eux se trouve être propriétaire d'une auberge. Alors il invite Lufus et les autres à passer la nuit s'ils cherchent toujours un endroit où loger. Lufus décide d'accepter son offre car Ars semble être assez fatiguée, et plus tard cette nuit-là, elle est allongée dans son lit quand elle fait un terrible cauchemar. C'était un flashback sur l'histoire de Lufus où elle était maltraitée par son père. Apparemment, un groupe d'enfants du quartier s'était moqué d'elle, mais rien n'a été fait jusqu'à ce qu'elle riposte. Maintenant, son père la battait à mort et lui a dit de ne plus jamais quitter cette pièce car elle était une disgrâce pour toute sa lignée.
Tout cela parce qu'elle était née avec des ailes sombres. Son père est alors immédiatement rentré à l'intérieur pour rire avec tous ses riches amis aux ailes blanches pendant que sa fille était laissée seule dans le cabanon sombre, sans nourriture à manger. Elle détestait à quel point sa vie était injuste, mais il y avait au moins une personne qui se souciait encore de Lufus. Plus tard cette nuit-là, la mère de Lufus s'est faufilée jusqu'au cabanon pour voir Lufus et lui apporter de la nourriture. Même si ce n'était pas grand-chose, Lufus était vraiment reconnaissant d'avoir au moins quelque chose à manger, et sa mère se sentait mal à propos des conditions dans lesquelles Lufus était forcé de vivre, mais elle ne pouvait rien y faire, surtout compte tenu de sa maladie. Lufas serra sa mère dans ses bras, lui dit que tout irait bien, et la prévint que si elle ne rentrait pas vite, son père le remarquerait. Lufus proposa de la raccompagner à l'intérieur pour s'assurer qu'elle y arrive en toute sécurité, mais en chemin elle rencontra son père, horrifié que sa femme ait laissé Lufus sortir de la cabane. Il lui ordonna de laisser Lufus et de venir le rejoindre immédiatement, mais Lufus savait que cela signifiait simplement qu'il avait l'intention de punir sa mère, alors elle se plaça devant pour la protéger. Cependant, à ce moment-là, Lufus était encore trop faible pour protéger quoi que ce soit, alors il la frappa au sol puis traîna sa femme, la laissant sous la pluie froide à se demander pourquoi elle était toujours traitée ainsi juste, parce que ses ailes étaient d'une couleur différente. Elle réalisa que le monde était un endroit injuste, et que la déesse de la création ne viendrait pas la sauver de sitôt, elle allait donc devoir se sauver elle-même. Elle s'enfuit de chez elle et jura que quoi qu'il en coûte, elle deviendrait plus forte et mettrait fin à toute la souffrance de ce monde misérable. À ce moment-là, Lufas se réveille en sursaut et Libra vient à ses côtés pour voir si elle va bien, car son rythme cardiaque semble avoir grimpé en flèche. Lufas lui dit qu'elle a juste fait un rêve du passé, mais que ce n'est rien d'inquiétant. Libra la croit sur parole et retourne en mode veille. Cependant, bien qu'elle ait dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, Sappho est en fait très inquiet, car il ne se souvient pas avoir écrit ce genre d'histoire de fond lorsqu'il a créé le personnage de Lufus. Ceci, ainsi que les souvenirs et émotions aléatoires qui l'ont envahi depuis son arrivée, devaient être les souvenirs de la Lufus originale, et cela signifie que ce monde a de vrais événements qui existent en dehors de ce qu'il a créé dans le jeu. Mais, si c'est le cas, alors avec son âme occupant le corps de Lufus, il se demande ce qu'il est advenu de l'âme de la vraie Lufus. Pendant ce temps, au château du Seigneur Démon, les 7 luminaires démoniaques sont réunis pour une réunion, mais ils remarquent que Mars est absent, alors ils supposent tous qu'il doit être mort. Ils n'en sont pas trop surpris, car il était le plus faible des luminaires après tout, mais ils se demandent si c'est Migrès qui l'a vaincu, ou si Ars est retourné contre lui. Ce serait vraiment embarrassant si Mars avait d'une manière ou d'une autre perdu face à Ars, mais tout à coup, la luminaire Vénus dit à tout le monde qu'elle sait ce qui est arrivé à Mars. Tout le monde se tourne vers elle, et il lui demande tout ce qu'elle a fait dernièrement car aucun d'entre eux ne l'a vu depuis un moment. Alors elle leur dit qu'elle a suivi la personne qui a tué Mars. Ils sont tous surpris d'entendre cela et demandent à Vénus si elle sait qui est cette personne, mais elle répond qu'elle ne pouvait pas s'approcher trop près sans risquer sa vie. Mais bien qu'elle n'ait pas bien vu le visage de la personne, elle se souvient qu'elle avait de belles ailes noires. Dès que les autres luminaires entendent cela, la première personne à laquelle ils pensent est Lufus, mais il ne devrait pas être possible qu'elle soit là puisqu'ils savent tous pertinemment qu'elle a été tuée par ces héros humains il y a 2 siècles. Ils ne pensent pas que Vénus mente, mais si Lufus est vraiment de retour, alors la race démoniaque est en réel danger car même le Seigneur Démon avait peur de l'affronter seul. Les luminaires demandent à Vénus si elle sait où se trouve Lufus actuellement, alors elle les informe qu'elle se souvient avoir vu Lufus se diriger vers Jallarhorn. Les luminaires pensent que c'est une opportunité opportune, puisqu'ils avaient de toute façon l'intention de se rendre à Jallarhorn. Alors le chef assigne Vénus et Jupiter à s'y rendre et à surveiller Lufus. Le lendemain matin, Lufus et les autres se dirigent vers la ville pour discuter de leur plan. Merak est toujours le roi régnant ici, mais avec toutes les dissensions internes, obtenir une audience avec lui va être difficile. Alors pour l'instant, Lufus suggère qu'il devrait simplement errer dans la capitale et recueillir autant d'informations que possible. Lufus veut principalement savoir à quoi ressemblent les conditions de vie des ailes sombres, alors elle dit qu'elle restera ici. Et dans ce cas, Dina se porte volontaire pour enquêter sur le côté aile blanche de la ville, et Libra part faire sa propre enquête indépendante. Ar prévoit également d'aller recueillir des informations, mais avant de partir, il doit dire quelque chose à Lufus. Il dit que c'est à propos de l'une des 12 étoiles célestes, Agacaros la chèvre, et il y a longtemps, il a apparemment invité Arès à rejoindre l'armée démoniaque, il est donc probable qu'il se soit allié à eux. Lufas remercie Arès de l'avoir informé et elle dit qu'elle ira récupérer Agacaros, le prochain sur la liste. Mais pour l'instant, elle va faire un tour en ville. Elle passe les quelques heures suivantes à flâner dans la ville, et les choses, honnêtement, ne semblent pas si mauvaises ici. Mais ensuite, elle tombe sur un gigantesque temple noir. Elle est curieuse de savoir pourquoi les gens construiraient un temple noir pour la déesse de la création. Mais en entrant, elle découvre une statue géante d'elle-même. Juste à ce moment-là, le gardien du temple s'approche, et il peut voir à quel point elle est confuse. Alors, il lui demande si elle est nouvelle en ville. Lufas lui dit qu'elle est juste surprise que les gens d'ici construisent une statue en l'honneur du plus grand tyran du monde. Le gardien est un peu offensé que quelqu'un qualifie Lufas de tyran, mais il comprend pourquoi certaines personnes pensent cela. Le reste du monde voit peu, être l'histoire différemment, mais pour les ailes sombres, Lufas était et sera toujours leur sauveuse. Lufas est intriguée, alors elle lui demande d'en expliquer davantage,
Et il continue en parlant de la façon dont les êtres aux ailes sombres comme lui subissaient une discrimination constante de la part de ceux aux ailes blanches, et étaient forcés de vivre des vies misérables dans des endroits qui s'apparentaient à des bidonvilles. Ils passaient chaque jour à vivre dans la peur et à se cacher dans l'ombre, mais Lufas était différente. Alors que le reste d'entre eux se tairait de peur, elle utilisa sa force pour prouver qu'elle était digne de respect et de reconnaissance. Puis elle conquit la nation des ailes célestes et interdit toute discrimination, permettant aux ailes sombres de vivre avec dignité pour la première fois de leur vie. C'est pourquoi ils l'adorent encore aujourd'hui. Lufas demande s'ils ont oublié que c'est Parthénos, l'un de ses subordonnés, qui les a chassés de leur patrie. Et l'homme se souvient bien de cet événement, mais il croit que c'était la punition que lui et les autres ailes célestes méritaient pour avoir commis le grave péché de trahir Lufas après tout ce qu'elle avait fait pour eux. En fait, il considère que c'est une miséricorde de la part de Parthénos qu'ils n'aient pas tous été tués sur le coup. Mais si c'est ainsi que se sentent les ailes sombres, Lufas demande ce qu'ils pensent de leur roi Merak. Dès qu'elle mentionne le nom de Merak, le visage du gardien s'illumine car il considère Merak comme l'un des pires types de fous, un homme qui se dit héros malgré les choses terribles qu'il a faites. Ailleurs dans la ville, Dina semble attendre quelqu'un et elle est frustrée car il était censé arriver il y a un moment. Pendant ce temps, au même moment, Libra est en l'air, scannant les expressions faciales pour voir si l'un des citoyens a déjà reconnu Luf, mais il ne semble y avoir rien d'inhabituel. Elle aperçoit ensuite Dana, qui, à en juger par sa posture, semble attendre que quelqu'un arrive. Et plus loin dans la rue, Libra aperçoit une personne se dirigeant droit vers Dina. Mais après une inspection plus approfondie de l'étrange apparence de l'homme, elle détermine que ce doit être un démon déguisé, alors elle descend pour l'intercepter. Libra atterrit devant le démon et lui dit de reculer immédiatement ou de faire face à une action hostile. Et au début, il essaie de faire comme s'il était un citoyen ordinaire. Mais quand Libra lui dit qu'elle a déjà percé son déguisement, il abandonne la comédie et attaque, alors Libra active ses protocoles de défense. Pendant ce temps, Arès est assis à la périphérie de la ville et, parce que cet endroit a été fondé par l'un des héros qui ont trahi Lufus, Arès aimerait tout réduire en cendres. Mais il sait que Lufus ne voudrait pas cela, alors il décide de faire une promenade pour se calmer. Cependant, après un certain temps, il remarque qu'il n'y a personne d'autre autour, et un instant plus tard, une barrière se forme, et il est confronté par Agakaros. C'était la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite,